Alors, dans cette équipe de recherche, il y a un certain nombre de profs que vous connaissez, comme professeur Diolé, avec qui donc on avait collaboré pour le cours compilation, donc la première période. Il y a professeur Lelej, il y a Kautar Younsid Debi, il y a aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, professeur Amra, professeur Sbete, qui sont dans d'autres départements. Donc en fait, l'idée c'est que à terme, enfin, Oracle souhaite avoir une équipe au Maroc, bien entendu, on va dire, pour délocaliser un peu d'ingénierie et un peu de recherche et développement au niveau du Maroc. Alors, en fait, quand on a commencé il y a quelques années, il n'y avait personne. Maintenant, il y a, je pense, déjà une quarantaine de personnes et ils veulent vraiment arriver à un chiffre qui est assez important. Donc, en fait, le processus pour intégrer on va dire ce projet, qui bien sûr, la finalité, c'est en fait d'embaucher des ingénieurs ou bien de financer des thèses de doctorat, donc voilà, des doctorats en fait, de les financer et de très très bien les financer. Euh, alors le process pour pouvoir arriver à l'un ou à l'autre commence déjà à partir du mini-projet. Pardon, pas du mini-projet, excusez-moi, du stage d'été de deuxième année. Donc en fait, l'idée c'est que ceux qui souhaitent intégrer ce programme-là peuvent postuler. Donc en fait, vous m'envoyez un message. Après, je vous expliquerai comment ça va se passer. En tout cas, après, je vous mettrai en contact avec la personne ressource qui gère ça au niveau d'Oracle. Et donc, l'idée, c'est que vous postulez. Il y a un certain nombre il y a une sélection. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est un programme qui finance pas mal, il y a bien sûr une sélection. Alors, il n'y a pas qu'une sélection au niveau de l'EMI, il y a une sélection. En fait, au début, on avait commencé juste par l'EMI, mais maintenant, on est ouvert sur un certain nombre d'autres institutions. Et donc, évidemment, euh, il y a une sélection qui est assez, on va dire, assez sérieuse. Oui. Enfin, elle est sérieuse, mais je veux dire, il faut montrer en fait de quoi est-ce qu'on est capable. Voilà un peu l'idée. Donc en fait, une fois que vous choisissez de rentrer dans ce pipe-là, on commence par le stage d'été. Je ne sais pas pourquoi je suis fixe sur ce mini-projet. Donc on commence par un stage d'été. Il y a une sélection qui se fait. Donc vous candidatez et puis on va vous donner un travail à faire. Et à l'issue de ce petit travail, en fait, on choisira ceux qui peuvent entrer dans le pipe. À la fin du stage d'été, il y a une évaluation et donc si vous donnez satisfaction, si vous souhaitez rester, si qu'en plus vous donnez satisfaction, en fait vous pouvez aussi profiter du projet de fin d'études avec Oracle. Et donc là encore, c'est financé et c'est bien financé. À la fin du projet de fin d'études, il y a encore une évaluation et en fonction de ce que vous souhaitez faire, en fait, il y a une sélection à deux niveaux. Donc, une sélection pour est-ce qu'en fait la personne a donné satisfaction pour continuer avec Oracle comme ingénieur, donc être recruté complètement, ou alors être, on va dire, éligible pour réaliser une thèse de doctorat qui est bien entendu sous la direction de gens, des personnes de Oracle. Oracle, alors, au niveau du monde. Donc, en fait, on travaille aujourd'hui avec des gens qui sont à San Francisco, avec des gens qui sont en Suisse, avec des gens qui sont à Prague, vraiment en fonction des sujets sur lesquels on travaille. On collabore avec des personnes de différents pays. Et donc, en fonction de ce que vous aurez fait au niveau de votre PFE, vous êtes soit éligible pour le programme de l'ingénierie, ou alors, si vous êtes vraiment bon, vous êtes éligible pour le programme du PhD. Voilà, et donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, bien entendu aussi, euh,
voilà, après vous êtes recruté dans l'un ou l'autre et de toute façon, quand vous terminez vos thèses, vous pouvez tout à fait continuer avec eux, alors que ce soit au Maroc ou à l'étranger, puisque ce qui est intéressant, c'est que ça offre complètement, ça offre en fait tout un ensemble de, on va dire, de points d'entrée à travers le monde, puisqu'ils sont présents partout dans le monde. Alors, je ne sais pas si j'étais claire, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de ça. Si oui, on se prend encore je sais pas moi, 3-4 minutes pour des questions générales. Puis s'il y a des questions précises, évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer des emails. En fait, c'est moi qui chapeaute ce programme-là. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Est-ce que c'est clair déjà maintenant? Est-ce que vous avez des questions à poser? Très bien. Ok. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Très bien, d'accord. Ah ben, écoutez, très bien. Alors, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message. Et puis après, tous ceux qui m'auraient envoyé. Alors, essayez en fait, pour ceux qui sont intéressés, essayez de réagir assez vite. Disons que nous sommes mercredi. Si vous pouvez réagir d'ici maximum lundi, mardi, ça serait bon pour que je puisse savoir quel est le nombre et pouvoir organiser en fait la phase de sélection. Voilà. Donc, je boucle le premier point de Oracle. Le deuxième point, c'est j'ai créé le wiki. En fait, je l'ai créé pour la semaine dernière, mais bon, comme vous étiez pris avec votre vaccin, on n'a pas démarré. Donc, j'ai démarré le wiki. Alors, je vais peut-être partager avec vous, je vais arrêter ce partage-là, je vais partager avec vous l'écran. Et est-ce que vous voyez Moodle? Très bien. Donc en fait, ici, vous voyez, là, j'ai créé un wiki. Donc c'est celui-ci. Et dans ce wiki, en fait, l'idée, en fait, il est toujours caché pour les étudiants. Je vais peut-être l'afficher. Vous pouvez le voir. Donc en fait ici l'idée c'est de répondre aux défis d'un système distribué. Donc chacun ou chaque groupe va constituer une fiche. Alors une fiche selon ces éléments-là. Donc la première chose c'est une description du défi. C'est ensuite une discussion et vous donnez en fait les sources que vous avez utilisées pour pouvoir ce type de choses. Alors, pour le moment, j'ai mis donc les défis que vous avez, ce sont tous ces défis-là. Alors, je vais sortir du mode édition comme ça. Vous allez le voir mieux. Alors, si je sors du mode édition, donc voilà, là vous avez les différents éléments. Alors par exemple là, quand vous allez appuyer il faudrait bien sûr passer sur le mode édition pour pouvoir le faire. Et donc là, vous voyez, c'est cliquable et vous passez à l'hétérogénéité. Puis bon, vous saisissez ici ce que vous avez envie de réaliser à ce niveau-là. Alors juste ce qui me reste à faire. Alors, vous êtes 70 siècles, c'est bien ça. Vous me confirmez que vous êtes 70.
Oui. Donc 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, alors en fait j'avais prévu 15 à la base. Euh, alors avec 15, si je, ça même avec 4, ça fait, même avec 4 personnes, ça fait que 60. Donc en fait, on aurait des groupes de 4 et des groupes de 5. Et donc vous avez jusqu'à vendredi pour m'envoyer les groupes. Si vous ne le faites pas, j'affecte de manière aléatoire. Après, quand vous allez être pour chaque groupe, alors je vais peut-être le rajouter à ce niveau-là, je voudrais que pour chaque personne du groupe me dise exactement qu'est-ce qu'elle a fait, quelle est la contribution de chaque personne du groupe à l'intérieur de ce qui a été rédigé. Donc, vous aurez un plan dans lequel, enfin, dans les éléments de description, c'est pas très grand, mais bon, après les défis, il n'y en a pas non plus 70, donc j'ai pas 35 non plus. Et donc, on est obligé de faire comme ça. Est-ce que c'est clair? Alors, vous ne me les envoyez pas, s'il vous plaît. Vous envoyez à Shorouk, parce que sinon, moi, je vais recevoir beaucoup de mails. Vous envoyez à Shorouk. Donc, Shorouk, s'il te plaît, tu m'envoies la liste des groupes d'ici vendredi. Ça doit être quelque chose d'assez rapide. Et par la suite, chaque groupe, effectivement, il m'envoie le plan et de ce que chaque membre du groupe va traiter. Tout à fait. Donc, les noms, vous les communiquez à Shorok et chaque groupe me communiquera après directement. Donc, je vous donnerai le canal directement, ce que la répartition des tâches à l'intérieur du groupe. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc là, j'ai fini le deuxième point. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, et ben en fait, c'est puisque je suis sur Moodle, je reste sur Moodle. C'est mon forum. Donc, je vous ai ouvert un forum ici qui parlait de l'openness. Et en fait, le délai de quoi, Youssef? Youssef, tu parles de délai? Ah, le délai pour finir le wiki. Et ben en fait, ça sera pas ce vendredi, le vendredi d'après. Donc ce vendredi, j'aurai les éléments à voir. Après, je vais affecter à chaque groupe quelque chose et à partir de là, à partir de là, en fait, on va voir. Vous aurez une semaine pour pouvoir le faire. Alors, comment est-ce que je peux arrêter le partage? Alors, ok. Alors, je repartage avec vous. Oui, donc, ah zut, bon, c'est pas grave, je l'ai fermé. Donc, je vous ai ouvert, je vous avais ouvert la dernière fois un forum, mais personne, je n'ai eu aucune réponse au niveau du forum. Je peux comprendre pourquoi? Madame, Oui. madame, quand on essaie d'accéder au forum, on reçoit un message que seulement une seule personne peut écrire sur le forum chaque 3 jours. C'est quoi cette histoire de 3 jours? Madame, si vous voulez, je peux partager mon écran si vous voulez voir le message. Ben, puisque vous n'avez pas pu le faire, il aurait fallu m'envoyer un message pour me dire qu'il y avait un problème. Madame, je vous ai déjà envoyé un message. À ce propos, Oui, ah, j'ai pas reçu. et je l'ai envoyé sur Moodle. Ah, vous l'avez envoyé sur Moodle. Et One Moodle, normalement, il m'avertit.
Ah, en fait, attendez. Moodle n'était pas accessible pendant quelques jours. Ok, écoutez, je vais revenir très bien. Donc, c'est pas de votre faute, c'est bien. J'ai pas reçu en fait votre message de Moodle. Ok, donc je vais refaire ok, ça, ok, donc c'est bon. Je pensais que c'était de la paresse. Ce n'est pas de la paresse, c'est très bien. Je vais en fait voir ça et je vous envoie un mail dans ce sens. Parfait. Donc, je crois que là, j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler. Et je veux revenir maintenant donc à notre cours. Et ma première question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on a vu les fois, donc pas les fois d'avant, mais la dernière fois. Je vous écoute. Oui, Anouar, donc on a vu l'hétérogénéité. Je vais peut-être faire comme la dernière fois. Moi, sincèrement, faire de la face, je préfère que vous allumez vos micros et que vous parliez. Donc là, on me dit que on a vu les niveaux d'hétérogénéité. C'est écrit en face de vous, l'hétérogénéité. Bon, c'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe. On a vu les 8 niveaux de transparence. Qui peut rappeler les 8 niveaux de transparence? L'accès. D'accord. Là, ça va vite là. Accès, emplacement. J'ai vu migration. J'ai vu duplication. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son... Ah, ça, c'est les problèmes de ce... Est-ce que quelqu'un peut allumer son micro et me lire ce qu'il y a, et me lire ce qu'il y a écrit? Parce que j'ai du mal en fait à suivre ce que vous dites et... Donc je disais, allez, c'est qui va en fait, quel est ce volontaire? Donc 8 niveaux de transparence, d'accord? Donc je me rappelle, on avait migration, accès. Yasmine, est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit du chat, s'il te plaît? Est-ce que tu peux ouvrir et me lire? Ça ira beaucoup plus vite, sinon on va perdre énormément de temps. L'accès, l'emplacement, la migration. Donc l'emplacement, oui. La concurrence. La concurrence, oui, je l'ai déjà écrite, oui. Et la duplication. La duplication, oui. Les pannes. Les pannes. L'extension. L'extension. On est à 9 là. Il y a autre chose? Je pense que c'est tout. C'est ce qui est écrit. Alors, il y a quelque chose qui marche pas ici. En fait, ici, on en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on a en trop? Performance. La panne est écrite 2 fois? En effet, la panne est écrite 2 fois. Alors, par rapport à l'emplacement, en fait, on parle plus de localisation, mais c'est un peu la même idée. Donc, emplacement et localisation. Tout à fait. Donc, effectivement, ce sont les différents niveaux de transparence.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah, l'enregistrement, ok. Alors, j'ai toujours le problème d'enregistrement. En fait, ça, je ne sais pas pourquoi ça enregistre sur ma machine au lieu que ça enregistre à Endvo en cloud. Et quand ça enregistre sur ma machine, le format est énorme. Donc, j'arrive même pas à le. Je ne sais pas comment d'ailleurs régler ça. Je ne sais pas. Donc, je vais le laisser encore. Et à chaque fois, j'oublie en fait de vérifier pourquoi ça enregistre sur ma machine. Ok, donc voilà, c'est parti, c'est l'enregistrement. Donc, c'est quoi l'action que je disais? Oui, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc là, vous m'avez parlé de l'hétérogénéité, de la transparence. On a effectivement vu également la scalabilité. Je vais pas l'écrire parce que Raïm Chikouchi encore. Donc, on a vu la scalabilité. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu la sécurité? Il ne me semble pas qu'on ait vu la sécurité. Est-ce qu'on a vu la disponibilité? Est-ce qu'on a vu la disponibilité? En fait, on s'est arrêté à quel niveau? D'accord, merci, merci NS. Je regarderai ça par la suite et oui, on a conclu qu'il était impossible et non rentable de regrouper tous les niveaux de transparence, effectivement. Tout à fait, Sofiane. Très bonne remarque. Donc, par rapport à ça, on avait dit que en fait, c'est pas possible, effectivement, d'avoir toutes les, ou et parfois, c'est pas souhaitable d'avoir tous les niveaux de transparence, exactement. Alors, bon, je vais m'arrêter. Mais en fait, avant d'aborder tous ces défis, on avait parlé de quoi avant? Vous vous rappelez pas de quoi est-ce qu'on avait parlé avant? La différence entre une communication synchrone et asynchrone, les réseaux, les CPIP. Oui, ça, ce sont des éléments qu'on a dû aborder, mais comme concept. Vous vous rappelez pas du problème du consensus qu'on a abordé? L'élection avec le problème de l'élection, les algorithmes, et tout à fait l'algorithme de Belin, exactement, tout à fait. Vous vous rappelez de ça? Ok, ben, je pense qu'il faudrait, là on a peut-être, je vais arrêter parce qu'il est déjà 39, mais il faudrait être un peu plus réactif sur toutes ces choses-là et essayer en tout cas, d'être plus réactif et que cette partie de rappel, qu'elle ne prenne pas non plus 10 minutes. Donc, les fois d'après, j'aimerais bien que vous soyez plus réactif à propos de ce qu'on est en train de dire. Bien, alors on va continuer donc le cours et puis bon, n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions sur la partie qu'on a vue la dernière fois ou sur ce qui va arriver maintenant, n'hésitez bien entendu pas à m'interrompre et à poser la question. Il suffit d'allumer votre micro et voilà, et vous y allez. Donc là, comme on vient de le rappeler, la dernière fois, on avait commencé à discuter les différents défis d'un système distribué. On n'a pas tout vu. On a vu tout ce qui est hétérogénéité, donc l'hétérogénéité avec tous ces niveaux. On a vu ce qu'il faut, ou en tout cas, quelles sont les pistes de solutions dans le contexte de chaque niveau, l'hétérogénéité, qu'elle soit réseau, matériel, OS ou langage programmation. On a également parlé de l'openness,
Donc, je rappelle que l'openness, c'est le fait d'avoir un système qui est ouvert et de pouvoir donc ajouter des composants au système sans avoir à tout refaire. Et donc de pouvoir aussi communiquer sans un grand effort avec d'autres systèmes. Et donc le forum dont je parlais tout à l'heure abordait cette idée d'openness. Et donc là, on avait discuté un certain nombre sur l'openness et il y avait une discussion, c'était l'objet du forum. Donc j'attendrai d'aller corriger le forum pour pour que vous puissiez répondre. Et après, peut-être que si vous avez des questions sur ce point-là, on y revient. Après, on a démarré les 8 niveaux de transparence. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on avait la transparence d'accès, de l'emplacement, de migration, de concurrence, de duplication, de panne, de performance et d'extension. Donc, tout ça, on avait défini. On a discuté et je ne sais plus qui c'est, mais quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. Donc, je pense que c'est Sofiane qui avait rappelé cette discussion que nous avons eue, qui en fait dit qu'il n'est pas toujours souhaitable, comme on a dit, pas toujours possible, il n'est pas toujours souhaitable d'avoir toujours les 8 niveaux de transparence. Voilà, donc ça, je crois que c'est ce qu'on avait vu. Alors, la scalabilité, sincèrement, je ne me rappelle pas très bien si on l'avait vu ou pas. Est-ce qu'on avait vu la scalabilité la dernière fois? Oui? Chorok, on avait vu la scalabilité la dernière fois? Chorok? Non, ok. Donc, je vais supposer que non et on va aller sur la scalabilité. Alors, on a déjà discuté de la scalabilité au niveau de la transparence. On avait dit que la transparence à la scalabilité, c'est-à-dire lorsque le système passe l'échelle, en fait, il ne faudrait pas que ça perturbe tout le système. Il faut que ça se fasse sans perturber les utilisateurs. Alors, ici, on définit la notion de scalabilité. Et donc, on dit qu'un système est scalable si ce système reste efficace, il continue à avoir un bon comportement avec un bon temps de réponse, avec une bonne collaboration entre les différents composants du système, avec un coût raisonnable, lorsque en fait le système passe à l'échelle. Alors on parle de scalabilité ou on passe de passage à l'échelle. Quelles sont les dimensions qui nous permettent de décrire justement ce passage à l'échelle? En fait, ces dimensions sont au nombre de 3. On définit, il me semble qu'on avait parlé de ça, mais ce n'est pas grave, je peux revenir si vous ne vous en rappelez pas, ça fait 15 jours qu'on avait évoqué tout ça. Donc, la scalabilité, en fait, elle est décrite ou elle est exprimée en fonction de 3 critères ou de 3 dimensions. Le premier critère, c'est le nombre d'utilisateurs ou le nombre de processus qui tournent au niveau du système. Donc, en fait, on a un passage à l'échelle lorsque le nombre devient très, très important. La scalabilité se mesure également en termes de distance entre les différents nœuds, c'est-à-dire la distance géographique. Et donc là, en fait, on parle de l'adaptation géographique, alors que dans le premier cas, on parle de l'adaptation à la taille. Et puis, on a le nombre de domaines administratifs. Et pour le nombre de domaines administratifs, en fait, je me rappelle très bien là qu'on en avait parlé. Je suppose même pris l'exemple du gouvernement. Et en fait, on a le gouvernement, on a la primature. Et puis, sur la primature, on a un certain nombre de gouvernements. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et ainsi de suite. Et donc, ce sont des domaines administratifs. Mais c'est administratif n'est pas forcément dans le sens administration et dans le sens gouvernement, même si l'exemple que j'ai pris, c'est celui-ci. Mais en fait, c'est plus des groupements. Par exemple, je peux dire que j'ai l'université et mes domaines administratifs, j'ai l'EMI, la fac de sciences, l'ENSIAS et ainsi de suite. Et donc, en fait, la scalabilité se mesure en fonction de 3 critères, du nombre d'utilisateurs, du nombre de domaines et de la distance géographique qu'on a entre les nœuds.
Alors aujourd'hui, en fait, c'est le problème de la taille, c'est celui qui est le plus ciblé, mais si vous voulez, théoriquement, on a ces 3 éléments dans le passage à l'échelle. Alors, en fait, le problème qui se pose avec le passage à l'échelle, c'est en fait le problème de la performance. Lorsque vous avez un système, c'est exactement comme lorsqu'on a un système client-serveur. Vous avez un serveur. Ce serveur, il sert, mettons, un nombre n de personnes et que ce serveur a cette capacité de le faire, en fait, tout se passe bien. Et lorsque ce nombre n évolue, devient très grand, en fait, tout simplement, le serveur ne peut plus continuer à servir et puis souvent il est down ou alors il y a une telle liste d'attente qu'en tout cas ça devient un problème. Et donc ici, on a exactement la même chose, un système distribué de manière entière. Lorsque le nombre d'utilisateurs ou le nombre de tâches qui tournent ou de processus qui tournent dessus devient énorme et dépasse la capacité du système, et en fait, on parle de non-passage à l'échelle. Et très souvent, il faut tenir compte de cette chose-là. Il faut aussi tenir compte de la distance géographique, puisqu'on sait que la distance géographique va amener du réseau. Et si on est nombreux en plus à être très distants, et si les réseaux sont chargés, donc là encore, on dépasse la capacité du système. Et le nombre de domaines aussi, puisque chaque domaine, quand on parle de domaine, ça veut dire que chaque domaine est un groupement qui peut faire un certain nombre de choses, on va dire, en local, enfin local au domaine, et pouvoir interagir avec les autres. Donc, en fait, le problème du passage à l'échelle, c'est que l'augmentation de l'une, de 2 ou des 3 dimensions, en fait, peut faire perdre l'efficacité du système et donc essentiellement la performance. Alors, la plupart des systèmes, comme je le disais tout à l'heure, gère essentiellement la dimension taille, mais aujourd'hui, un grand défi reste à résoudre au niveau de la dimension géographique et la dimension administrative. Donc, si en fait on reprend la discussion sur ce problème de la scalabilité, en fait, je parlais tout à l'heure du réseau. Et évidemment, dans un système distribué, tout est basé sur l'échange de messages. Et donc, il y a pas mal de communication. Et si le temps de communication, on va dire, est réduit, en fait, ça impacte négativement le taux. Et le problème, c'est justement le temps de latence de la communication. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à réduire ce temps de latence? En fait, soit en distribuant les données, en distribuant les traitements, et de préférence, en fait, si vous distribuez les données et que en plus vous répliquez les données et que vous rapprochez les données des machines qui traitent ces données ou là que vous rapprochez les traitements du système qui vont les traiter, ça veut dire que vous aurez moins de communication et le temps de latence peut être soit zéro, soit plus faible. De la même manière, donc je disais tout à l'heure, placer le traitement là où ça va être réalisé. Donc, par exemple, placer des traitements chez les clients plutôt que de les laisser distants. Alors, il y a des moyens pour le faire, comme les Java Applet ici que j'ai donné comme exemple. La décentralisation du service de désignation, alors on avait parlé du service de désignation, tout ça me revient maintenant, on en avait parlé la dernière fois, donc je ne vais pas rentrer dans ceci. Et donc, on en a parlé, on a parlé aussi de la décentralisation et puis aussi de la décentralisation des systèmes d'information. J'espère que vous, maintenant, comme moi, vous rendez compte que tout ça, on en a déjà parlé la dernière fois.
Comment on peut aussi masquer ce temps de latence? Donc, alors, par le recours à une communication asynchrone, et on a discuté effectivement aussi la différence entre la communication synchrone et la communication asynchrone, par la duplication que j'ai abordée dans le slide d'avant, donc la duplication des données, la duplication des serveurs. C'est-à-dire la duplication, elle peut être soit au niveau matériel, soit au niveau le logiciel, au niveau données. De la même manière, c'est l'utilisation des web miroirs, des web caches, et puis utilisation aussi des caches. On a vu la dernière fois, enfin il y a peut-être même trois semaines, qu'en fait on peut aussi avoir plusieurs niveaux de cache et pouvoir améliorer justement cette utilisation de cache. Alors, on va dire l'inconvénient lorsqu'on décide d'avoir plusieurs copies, ben, c'est qu'en fait, il y a toujours un risque d'incohérence et la modification, bien sûr, d'une copie fait qu'il faut synchroniser l'ensemble des copies. Ça, c'est un effort, bien sûr, supplémentaire. Et cette chose-là, quand on veut faire une communication, là, une synchronisation, on va dire forte, à ce moment-là, c'est des choses qui passent en fait mal l'échelle. Et en fait, c'est là où on a différents niveaux de synchronisation, les différents niveaux de cohérence. Et donc, quand on veut une cohérence forte, je rappelle ce que ça veut dire une cohérence forte. Une cohérence forte, ça veut dire qu'à un instant T donné, toutes les copies, ou en tout cas les copies disponibles, sont toutes des copies qui ont exactement la même valeur. Une cohérence plus faible ou une cohérence relâchée, c'est une cohérence dans laquelle on peut admettre, on peut supporter que sur les copies disponibles, on n'a pas exactement la même valeur. Certaines sont déjà à jour et puis d'autres sont en cours de mise à jour. Je pense que j'en avais parlé maintenant. Franchement, c'est des choses qui me reviennent. Je crois qu'on a parlé la dernière fois. Bon, je rappelle ici très rapidement. Je suppose que j'ai une copie 1, j'ai une copie 2 et j'ai une copie 3 exactement de la même donnée. Si j'ai une cohérence forte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne permets l'accès à C1, C2, C3 que si C1 a exactement la même information que C2 qui a la même information à C3. Donc, soit les trois sont disponibles parce qu'elles sont identiques, soit les trois ne sont pas disponibles parce qu'on est en cours de fait que on va les rendre égales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence forte. Maintenant, la cohérence faible ou la cohérence relâchée, c'est le fait de dire, en fait, on permet qu'à un instant T donné, j'ai C1 qui est verte, ça veut dire qu'elle a une certaine valeur, que C2 a une autre valeur et que C3, bon, je la laisse rouge. Mais en fait, l'idée, c'est que je suppose que C1, c'est la plus fraîche, c'est celle qui a toutes les mises à jour, que C2 a une partie des mises à jour, mais pas tout, et que C3 a encore moins que C2. Et donc, à terme, c'est-à-dire au bout d'un temps fini, en fait, C2 devrait également devenir donc verte. Et puis, à terme, on a C3 aussi qui devrait devenir vert. Mais en fait, ça veut dire que lorsqu'on a un accès à ces copies, en fonction, si j'accède à travers C1, en fait, j'ai l'information la plus fraîche. Si j'accède à partir de C2, en fait, j'ai des informations, mais il me manque quelques informations, je n'ai pas tout. Et si je passe à travers C3, en fait, il me manque encore un peu plus d'informations. Lorsque vous avez des applications
qui sont tolérantes à ce type de cohérence, ben, en fait, ça soulage beaucoup et ça fait que on peut faire la synchronisation au fur et à mesure au fil du temps et donc ça épuise moins les ressources et du coup le passage à l'échelle se fait beaucoup mieux que dans le premier cas. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez des questions sur la scalabilité? J'aimerais bien avoir une réaction. Oui, on a compris. Non, on n'a pas compris. Merci, Sofiane. Bon, ben, je vais prendre l'échantillon de Sofiane comme s'il s'agit de tout le monde et puis je supposer que vous avez tous compris. Et donc, on passe à un autre élément des défis. Ben, en fait, c'est la disponibilité des ressources. Alors, tout à l'heure, quand on parlait du problème de la réplication, de la duplication, en fait, on a bien vu que si j'ai plusieurs copies et si j'ai la cohérence forte, le problème, c'est qu'en termes de disponibilité, ben, en fait, je vais avoir un temps qui risque d'être assez long, pendant lequel je suis en train de synchroniser mes copies. Et pendant tout ce temps-là, ben, en fait, je n'aurai pas accès à ces données, ce qui va réduire, là encore, ou qui va altérer la performance et l'efficacité du système. Alors que rappelez-vous, ça il faut vraiment, il faut pas le perdre de vue, c'est que l'objectif majeur des systèmes distribués, en tout cas du point de vue utilisateur, c'est d'avoir une bonne performance à moindre coût. C'est ça en fait, on va dire l'élément clé de toutes ces choses-là. Donc, de manière générale, la disponibilité est améliorée par la réplication ou par la redondance, mais on a bien vu que, effectivement, quand il s'agit de répliquer des données, ben, ça va améliorer la disponibilité parce qu'au lieu d'accéder à partir d'une copie, je peux avoir plusieurs copies, donc je peux faire plus de parallélisme pour accéder aux données. Mais évidemment, il faut bien sûr avoir toute la gestion qui va avec. Donc, et l'idée, c'est de dire que afin de réduire la probabilité que des ressources soient inaccessibles parce qu'il y a une panne au niveau d'une machine ou là il y a trop de monde au niveau d'une autre machine ou là au niveau de données, ben en fait, on choisit de construire, en tout cas on opte quand on peut, de matériel qui soit le plus fiable possible. Et comme ça, on garantit la robustesse du stockage et on garantit qu'on ne perd pas de l'information, que l'information reste toujours disponible. Et puis, on duplique les ressources pour qu'on puisse avoir une meilleure répartition de charges pour qu'on n'ait pas trop de temps d'attente. Alors, surtout si, prenez le cas de données, vous avez des données, vous voulez modifier, on est 25 personnes à vouloir modifier les données. On ne peut pas, c'est pas possible de laisser 25 personnes ou 25 process modifier les données. Alors pourquoi on ne peut pas laisser 25 process modifier les données de manière simultanée? Quelle est la raison à cela? Tout à fait. Parce que tout à fait neutre, si en fait on permet à plusieurs process de modifier la donnée en même temps, bah, en fait, quelque chose qui n'est plus du tout cohérent et on risque d'avoir en fait n'importe quoi. Il faut forcément. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement, même dans les systèmes centralisés? Qu'est-ce qu'on fait pour ce type de choses? On met tout à fait là. Donc, on peut mettre de l'exclusion mutuelle. On va gérer les conflits donc par des sémaphores, très bien, ou tout simplement, de manière plus simple, en posant des verrous. Et donc, le problème, c'est que si je pose les verrous, ça veut dire que je diminue la disponibilité. Et vous voyez bien un peu la discussion de ce qu'on a eu la dernière fois. En fait, ces défis-là, il n'est pas dit toujours qu'on est capable de faire un système distribué qui va répondre à tous ces défis.
de manière optimum. Parce que parfois, en fait, vous avez des défis qui sont en contradiction les uns avec les autres. Et on arrive à la sécurité. Donc, dans un système distribué, évidemment, chaque utilisateur dispose de ses propres informations, mais ces informations peuvent être sensibles et donc il faut bien entendu les protéger. Et ce problème de confidentialité devient de plus en plus, on va dire, de plus en plus central. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui de cyberattaques, de cybercriminalité. Et puis on a vécu en fait avec l'autre facette de cette période de Covid, c'est que vous l'avez certainement suivi dans les informations, vous avez certainement écouté tout ça. Le nombre de cyberattaques et le nombre de cybercriminalité s'est multiplié. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, il a vraiment été multiplié par un. En tout cas, ça s'est vraiment multiplié, c'est ce qu'on peut dire. Je n'ai pas le facteur de multiplicatif, mais en tout cas, ça a vraiment augmenté de manière très importante. Donc en fait, dans tout ça, il faut transmettre l'information sensible sur le réseau de manière sécurisée. Qui a une idée comment on fait pour sécuriser en fait l'information qu'on envoie sur les réseaux? Tout à fait, exactement. Excellente réponse. Donc effectivement, on va dire le fondement de ça, c'est tout à fait le cryptage. Alors évidemment, il y a plusieurs algorithmes de cryptage. Vous n'avez pas encore commencé dans l'un de vos cours, vous avez vu toutes ces choses de cryptage avec c'est M. Laïch qui fait ça, tout à fait, le chiffrement. Vous avez déjà un cours sur ça avec M. Laïch ou là c'est plutôt en troisième année? Je ne sais plus en quelle année il fait son cours. Ok, donc pas encore. Alors probablement ça va être l'année prochaine. Alors, identifier de manière sûre l'émetteur du message. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, effectivement, c'est des choses, par exemple, là, c'est un cours que vous allez avoir pour comment identifier de manière sur l'émetteur du message. C'est un cours que vous allez avoir l'année prochaine, Inch'Allah, avec Madame Dioré. Et concernant le premier point avec le chiffrement, le cryptage, c'est un cours que vous allez avoir avec Monsieur Leitch. Sauf que je ne me rappelle plus, c'était avec en deuxième ou en troisième année. Donc, en fait, l'identification de manière sûre de l'émetteur, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui vous envoie un message, il nous faut un moyen pour s'assurer que c'est vraiment lui qui l'a transféré. Donc en fait, l'authentification, c'est un problème d'authentification. Il faut s'assurer que effectivement c'est bien lui. Et l'autre élément, c'est ce qu'on appelle la non-répudiation, c'est-à-dire c'est quelqu'un, on peut pas être dans la situation où je vous envoie un message, puis après je vous dis ah non c'est pas moi. Et donc, je ne peux pas, si vous voulez, masquer ou en tout cas renier le fait que ce soit moi qui ai envoyé le message. Et donc aussi assurer l'accès aux ressources uniquement par le processus autorisé. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est quoi comme élément? L'accès aux ressources par le processus autorisé, on a la même chose, exactement, très bien. C'est par écoute, je t'ai tellement bien répondu, je te mets un bonus, hein, tu me le rappelleras. Très bien. Donc, et donc là, on a effectivement, c'est par tout ce qui est droit d'accès. Alors évidemment, il y a pas mal de choses autour de la sécurité, tout ce qui est confidentialité, l'intégrité, donc la protection contre la corruption, la disponibilité, la non-répudiation dont on a parlé tout à l'heure. Je suis en train de parler de sécurité et c'est Madame Dioré qui m'appelle. Ok, donc je continue. Pour la tolérance aux fautes, alors l'idée de la tolérance aux fautes, c'est que donc un système distribué, c'est un système, comme on l'a bien vu, avec un ensemble d'événements.
pardon, un ensemble de composants. Il y a aussi un ensemble d'événements, mais là, ce dont je voulais parler, c'était plutôt les composants. Donc, c'est un ensemble de composants. Et évidemment, par rapport à un système centralisé, comme on a un ensemble de composants, on a la probabilité pour qu'une machine ou pour qu'un des composants ait un problème est beaucoup plus élevée. Évidemment, si vous avez 100 éléments, vous avez la probabilité pour que tous soient fonctionnels est quand même assez faible. Et donc, l'idée de la tolérance aux fautes, c'est de dire que même si une partie du système ne fonctionne pas, mon système doit continuer à fonctionner. Alors, de préférence, il continuera à fonctionner en mode normal, mais s'il ne peut pas fonctionner, continuer à fonctionner en mode normal, et ben en fait, au moins qu'il fonctionne en mode dégradé. Alors, autrement dit, en mode dégradé, ça veut dire qu'il y a peut-être des données qui ne sont pas accessibles. Ben, en fait, je vais essayer de traiter les données qui sont accessibles en attendant que celles qui vont revenir puissent l'être. Si en fait par exemple dans le cas de l'algorithme d'élection qu'on a vu la dernière fois, on a bien vu que l'algorithme tel qu'il est écrit, même si des composants, même si des sites sont en panne, ben en fait, on arrive quand même à faire une élection et on arrive à avoir quelque chose avec ceux qui fonctionnent. La prochaine fois, lorsqu'il y aura une autre élection et que ceux qui sont en panne ben, retournent à un fonction normal, et ben, en fait, ils seront impliqués dans le traitement. Et donc, l'idée du défi de la tolérance aux fautes, c'est premièrement, c'est d'être capable de continuer à fonctionner, de préférence en mode normal, mais si on ne peut pas, ben, au moins en mode. Et donc, le problème de cette tolérance aux fautes, ben, en fait, elle se décline en plusieurs niveaux. La première chose, c'est que ou la première complexité, si vous voulez, c'est d'être capable de détecter la panne. Donc, il faut, pour cela, généralement, on peut utiliser des sommes de contrôle, par exemple, pour les données corrompues, on peut utiliser des clés pour voir est-ce qu'il y a une corruption ou pas. Mais en fait, ça peut être aussi détecter la panne d'une machine. Et si vous avez en fait une machine qui a un certain nombre de performances et que vous voulez l'utiliser et donc qui est en panne, vous voyez bien que avec la transparence de la localisation, en fait, ça ne marche pas très bien parce qu'il faut qu'on sache que la machine X a un problème pour qu'on puisse résoudre la machine X. Ça, on en a déjà parlé quand on parlait des différentes transparences. Pour masquer la panne, en fait, si on est dans le contexte des données, en fait, il faut copier les données sur plusieurs disques. De cette manière, si en fait on a une copie qui a un problème, qu'on continue à avoir l'accès à travers les autres copies. Donc ici, c'est tout simplement, on masque la panne par une amélioration de la disponibilité en passant par plusieurs copies. Pour tolérer la panne, en fait, c'est effectivement toujours la duplication des ressources, mais aussi les chemins. Autrement dit, si le problème est au niveau du réseau et qu'en fait la machine continue à être accessible, sauf que on n'y arrive pas parce que la portion du réseau a un problème, en fait, on doit être capable d'avoir un autre chemin. Donc, en fait, c'est une duplication des ressources, mais aussi une duplication des chemins. Et puis, une fois que en fait, l'entité ou les composants qui étaient en panne reviennent en fait en activité, il est évident que lorsqu'ils vont revenir en activité, si des choses ne sont pas faites correctement, s'il n'y a pas une bonne récupération de la panne, en fait, on risque d'aller vers une incohérence complète du système. En tout cas, ils peuvent générer une incohérence complète du système. Pour reprendre le problème tout à l'heure du C1, C2, C3, dans le cas où j'ai une cohérence forte, imaginons que C3 se trouve sur un site
qu'il y a eu un souci donc, qui est indisponible et donc qui est sorti du système. Alors, CA et C2, on a continué à les modifier, on a continué à les synchroniser. Et en fait lorsque cette entité qui stocke le C3 revient de manière fonctionnelle, ben en fait, si on ne fait pas une bonne récupération, ben qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, la contrainte du C1 qui est égale à C2 est égale à C3 à tout instant devient fausse et donc en fait on a une incohérence et on risque d'avoir tout un ensemble de problèmes qui peuvent s'enchaîner. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les pannes? Comment on fait pour remettre un composant dans le système sans qu'il puisse altérer le fonctionnement global? Ben, en fait, généralement, on stocke l'état du système. Alors, je ne crois pas cette année, mais l'année prochaine, on verra justement comment est-ce qu'on calcule les états du système qui ne sont pas simples lorsqu'on est dans un cas distribué, à travers des checkpoints pour en fait pour retourner, c'est-à-dire qu'en fait on va sauvegarder des états. À l'instant T, ben, en fait, le système, voilà ce qui s'est passé sur le système, voilà, en fait, c'est une sorte d'image, voilà le système comment il est. À T2, ben, voilà le système comment il est. À T3, voilà le système comment il est. Et de cette manière, si en fait un problème apparaît à T3 plus delta T, ben, en fait, la reprise, quand on va reprendre, ben, en fait, on le reprendra à travers l'élément T3, évidemment avec un journal qui permet de reprendre tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu lieu entre le moment en T3 et le moment où la panne a eu lieu, et de cette manière, tout ça va pouvoir retrouver un bon fonctionnement. Est-ce que ça vous semble clair? Alors, tout ça, en fait, ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est des choses que vous allez traiter au niveau de votre wiki. Et évidemment, il ne s'agit pas, alors surtout au niveau du wiki, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais surtout, il ne s'agit pas de reprendre ce que je suis en train de dire. Il faut vraiment approfondir chaque point que je suis en train de vous décrire. Alors, on arrive à la concurrence. Donc, la concurrence, bien entendu, comme on est dans un système distribué, ben, ça veut dire qu'on a plusieurs process qui tournent simultanément et ces process peuvent tout à fait accéder à une même ressource. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on ne fait pas attention, ben, en fait, cette concurrence risque de poser un problème de synchronisation et en fait induire, en tout cas créer des incohérences du système. Et donc là, en fait, il y a tout un ensemble, d'algorithmes qui existent dans la littérature qui permettent justement de régler de ces problèmes de concurrence. Alors, très rapidement, en fait, il y a deux grandes catégories de solutions. Il y a des solutions qu'on appelle des solutions optimistes et des solutions qu'on appelle pessimistes. Les solutions pessimistes, ce sont des solutions où, en fait, on ne permet on va dire, des accès simultanés que si on vérifie et si on est sûr que ça va très bien se passer. Et inversement, les optimistes, ben, en fait, on suppose que tout va bien se passer, on lance tout et puis s'il y a un problème, ben, en fait, on revient en arrière. Donc voilà, là, j'ai parlé, je crois qu'on a fini, oui, je pense que c'est ça, on a fini nos huit défis, enfin pas nos 8 défis, pardon, les défis sur lesquels qu'on voulait discuter. Et donc, on peut se prendre un petit 2-3 minutes si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Si vos remarques sont pertinentes, ben, comme nous, vous aurez du bonus. Et donc, allez, je vais voir en combien est-ce qu'il vous faut de temps pour pouvoir trouver de bonnes remarques et de bonnes questions. Allez, à vous. La liste des bonus est ouverte. Personne ne veut de mon bonus?
Tout ça vous semble clair ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que déjà c'est clair? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent moins claires? Face à ces questions, j'aimerais bien avoir au moins des réponses. Merci, Soufiane. Parfait. Donc, ceux qui répondent, merci de répondre. Et donc, je vais supposer que c'est bon et que vous n'avez pas pour le moment de questions, vous n'avez pas de remarques. Parfait. Donc, on continue. Et donc, je continue avec cet article. Alors, bon, il est un peu vieillot maintenant. C'est un article que j'avais rencontré en 2014. Vous connaissez pas certainement, je suis sûre que vous connaissez tous le site, les 2minutes.com. Et en fait, j'avais lu cet article-là juste avant la séance de cours et j'avais trouvé que c'était quelque chose d'intéressant en tout cas à partager avec les élèves. Sincèrement, j'ai cherché, alors j'avais pas cherché après, mais j'ai cherché pour changer cet exemple-là, mais bon, mais j'ai pas vraiment trouvé. Après, j'ai pas non plus pris beaucoup de temps pour le lire. Mais en tout cas, c'était en 2014 et c'était la boîte de voitures qui en fait était dans de la créativité et dans le contexte des smart cities, je vais y arriver. Donc en fait, ils ont, si vous voulez, amélioré la chose pour que leur voiture s'imprègne bien ou s'intègre bien dans les smart cities. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Ben, en fait, il disait que leur technologie va vous indiquer à quelle vitesse. Alors, donc, en 2014, c'était tout récent, mais aujourd'hui, je sais que, en fait, c'est des choses, on sait maintenant que ça existe. Aujourd'hui, on a même les voitures autonomes. Donc, l'idée, c'est que cette technologie nous renseignera sur à quelle vitesse on doit rouler pour éviter de s'arrêter au feu rouge. En fait, l'idée, euh, euh, alors, qu'est-ce que tu dis, Soufiane? Est-ce que ce système a été implémenté? Oui, 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 il a été implémenté. Et si vous aimeriez bien le mettre dans votre voiture, moi aussi. Donc, il s'agit d'une technologie qui vous indique à quelle vitesse rouler pour éviter pour ne pas s'arrêter au feu rouge. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que on sait très bien que s'arrêter au feu rouge avec un moteur qui tourne, et ben, en fait, ça consomme ça consomme en fait de l'énergie. Lorsque vous arrivez à grande vitesse, ben, ça consomme encore plus d'énergie que si vous roulez à petite vitesse. Et du coup, plutôt que de rouler vite pour vous arrêter et donc vous avez une mauvaise consommation, ben en fait l'idée c'est qu'on vous dit pour ne pas vous arrêter, vous roulez moins et donc du coup, vous vous arrêtez pas, vous ne vous ennuyez pas à l'arrêt et de deux, vous avez une bonne consommation. Donc ça va s'appuyer sur des données locales comme bien sûr le temps et le chemin que vous voulez emprunter. Donc, il est envoyé à votre voiture via le Wi-Fi. Donc, ça veut dire que les voitures seront équipées. Mais aujourd'hui, on sait, alors en 2014, c'était moins évident, mais aujourd'hui, on sait très bien que le Wi-Fi marche très, très bien. Et donc, on dit, alors si si vous loupez et vous tombez nez à nez avec un feu rouge, ben, en fait, la voiture va vous indiquer le nombre de secondes à patienter. Alors aujourd'hui, on sait que ça existe, même à Rabat, il y a des feux rouges aujourd'hui. Quand on s'arrête, ben, en fait, il y a un petit compteur qui nous dit quand est-ce que ça va passer au vert. Donc, je disais bien, là, ça fait quand même 7 ans que ceci a été dit. Alors, et c'est pas tout, la technologie va fonctionner de pair avec la start-stop. Et donc afin de s'assurer que le moteur sera lancé 5 secondes avant que le feu passe au vert. Donc, en fait, vous aurez encore de la consommation,
économie de consommation. Et puis, vous n'allez pas perdre de temps parce que 5 secondes avant que le temps passe au vert, ben, en fait, votre voiture va redémarrer. Alors, Audi indique que cette nouveauté pourrait réduire les émissions de 15% d'effets de serre, enfin, ces gaz carboniques et toutes ces choses-là, et quand même économiser 900 millions de litres d'essence par an. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, en fait, là, c'est quelque chose qui faisait rêver. Ça fait déjà moins rêver aujourd'hui parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on voit même dans notre ville. Maintenant, pour pouvoir mettre ça en place, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le système sous-jacent d'après vous? Allez, Sofiane, qu'est-ce que tu dois faire pour implémenter ces solutions au niveau de ta voiture? En fait, on a besoin de quoi? Oui, effectivement, on a besoin de systèmes de localisation, on a besoin d'être géolocalisé, tout à fait. On doit avoir une idée sur la détection du trafic, en tout cas sur l'état, sur détecter effectivement l'état du trafic. Alors, alors la géolocalisation, je pense que on sait faire. Enfin, je suppose que tout le monde va me répondre GPS, mais la détection du trafic, de l'état du trafic, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout à fait. Donc, en fait, les caméras, tout à fait. Alors, des caméras un peu partout. Alors, ça aussi, c'est quelque chose. À Rabat, il y a aujourd'hui pas mal de caméras. À Casa, il y en a, je sais qu'il y en a encore plus. Mais pas uniquement. En fait, il y a tout un ensemble il y a des choses, on appelle ça des loops. En fait, ils installent et il y en a pas mal, alors surtout sur les autoroutes, mais il y en a même ailleurs. En fait, c'est un peu une sorte de, enfin, comment on appelle ça en fait? C'est une sorte de tube. Et en fait, lorsque les voitures passent, ben, en fait, tout simplement, ils comptent le nombre de voitures qui passent. Et on a aussi par les caméras et donc avec la vidéo, avec le traitement d'image, on arrive à compter le nombre de voitures dans un espace. Et en fait, connaissant la taille de l'espace et le nombre de voitures là, ben, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut, en fait, qu'on peut dire est-ce que le trafic est dense ou là, le trafic n'est pas dense. Alors, justement, si vous êtes si c'est quelque chose que, alors oui, Sophie, toi qui voulais implémenter ça. Alors, c'était en 2000, je crois que c'était je sais plus, en 2019 ou début 2020, en tout cas quelques mois avant que ce Covid s'abat sur nous. J'ai une doctorante qui a soutenu sa thèse et on avait travaillé justement sur l'état du trafic. D'ailleurs, ça nous a même valu un petit brevet, mon public à la publicité. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vraiment partager avec vous la thèse de Madame Siham Yousfi, qui est professeure aujourd'hui à l'ESI et qui travaille toujours donc qui collabore avec nous à l'équipe CIP et qui, tout à l'heure, je parlais de ce projet Oracle qui, en fait, a bénéficié aussi de la collaboration avec Oracle, a été même passé 6 mois à San Francisco et elle est rentrée au bout de 6 mois avec un brevet sur en fait la manipulation et la construction de big graph, donc de graphes géants. Ça rentre dans le cadre des big. Donc, si vous êtes intéressé, je peux tout à fait la partager avec vous. Et effectivement, pour voir que ces histoires de traitement d'image, ben, effectivement, à travers des caméras, à travers des loupes, on peut effectivement connaître l'état de la route.
Oui, oui, effectivement, c'est utilisé en Allemagne. Je crois que c'est utilisé dans pas mal. Aujourd'hui, je disais bien, ça, c'est quelque chose qui vient en fait, qui a déjà maintenant pratiquement 7 ans d'âge. Bah, elle n'a pas pratiquement, c'est vraiment 7 ans d'âge. On est en mars aussi. Et du coup, effectivement, ces choses-là maintenant. Ce n'est plus aussi percutant que lorsque je parlais de ça avec mes élèves en 2014. Maintenant, si vous me trouvez une autre chose, bah, sincèrement, si vous me trouvez un autre système qui soit, on va dire, plus adapté à 2020-2021, j'aimerais bien en fait le voir. C'est pas forcément que sur le trafic, mais ça peut être sur n'importe. Peut-être cette année, il se peut que ce soit des choses sur la santé, puisque c'est la santé qui préoccupe le plus tout ceci. Si toutes les voitures, ça sera quoi l'avantage du feu rouge? Il sera. Ben, normalement, en fait, les piétons aujourd'hui, même à Rabat, je disais tout à l'heure, vous avez certains feux rouges, alors certainement pas tous les feux rouges, mais vous avez certains feux rouges qui restent tout le temps au vert. Et quand il y a des piétons, ce sont généralement des rues qui ne sont pas très fréquentées par les piétons. Et quand les piétons arrivent, ben, en fait, ils ont un bouton, ils appuient sur le bouton et ça passe tout de suite au rouge et donc les piétons peuvent passer. Donc, il y a franchement beaucoup de. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais moi, en tout cas, entre mon chemin de chez moi à l'école, je passe par des feux rouges de ce type-là. Donc voilà, je continue. Oui, bien sûr, il y a les voitures autonomes, mais si vous me trouvez en tout cas un article ou quelque chose qui puisse s'intégrer avec ça, sincèrement, je prendrai. Voilà, donc je vous confie la recherche et je continue avec ça. Donc on a terminé de la partie défi. Alors vous l'avez bien remarqué, mon cours est divisé en parties. Et donc là, on démarre. On vient de terminer, le défi et donc maintenant, on va passer au modèle et type de système réparti, à moins que vous ayez d'autres questions. C'est bon, donc je continue. On démarre cette partie-là. Alors bon, on a quelques retards bien sûr à cause des séances, mais pas uniquement. Alors, donc en fait, un système distribué doit être conçu pour fonctionner dans différentes situations. Et ces situations, en fait, on peut les décrire sous forme de modèles, ce qu'on appelle, en tout cas c'est comme ça que c'est dit dans la littérature, des modèles physiques, mais aussi des architectures. Et donc, on a en fait différents modèles physiques possibles, on a différentes architectures possibles. Donc, jusque-là, on était, au niveau du cours, on était plus dans l'introduction, dans les défis, dans les problèmes à résoudre, donc qu'est-ce que ça peut nous amener, et tout ça. Et maintenant, on rentre dans un niveau un peu plus bas, ou un peu plus approfondi, puisque là, on rentre un peu plus à l'intérieur pour voir comment les choses sont structurées, comment elles sont architecturées, pour pouvoir en fait aller plus en avant vers tout ce dont ce qu'on a évoqué avant et comment solutionner certaines choses. Alors, concernant les modèles physiques, alors derrière la notion de modèle physique, ce qu'on entend, c'est en fait comment se présentent ces systèmes distribués. Et en fait, il existait 3 générations. À un moment donné, on commençait à parler d'une 4e génération, mais ça encore, ça fait quelques années. Donc aujourd'hui, il y a bien 4 générations. Il faudrait d'ailleurs que j'enlève le 3 sur 4, enfin le 3 ou le 4 pour ne parler que de 4. Donc les premiers systèmes, les premiers modèles de systèmes datent des années 80. Ensuite, on a eu la 2e génération vers les années 90.
La troisième génération, sincèrement, j'ai un peu de mal à la situer. Peut-être les années 2000, mais je sais pas. En fait, on n'arrive pas à trouver dans la littérature, si vous voulez, une période franche. Et plus récemment, en fait, on parle avec tout ce qui est big et tout ce qui est, on va dire, scalable et toutes ces choses-là, on parle en fait alors pas des systèmes, pas des grands systèmes, mais des ultra larges systèmes. Donc en fait, avant, je ne parlais pas de celui-ci parce que c'était un peu perspective, mais maintenant en fait, ça devient notre quotidien. Donc, les premiers systèmes, en fait, c'était des systèmes distribués, d'accord, mais c'était des tout petits systèmes. Alors, peut-être c'était beaucoup plus de la décentralisation que de la distribution. Il y avait quand même de la distribution, mais c'est vrai que je pense qu'on était beaucoup plus dans quelque chose de décentralisé que quelque chose de distribué. Donc, les caractéristiques, c'est qu'il y a très peu de composants, très peu de ressources connectées. Le réseau utilisé, c'était un réseau LAN. Et le fait de dire que c'est un réseau LAN, ça signifie qu'au niveau des temps de latence, en fait, on est réduit, c'est-à-dire c'est des choses qui vont. C'est pas non plus des systèmes à mémoire partagée, mais n'empêche que le temps de transmission est assez court. Mais surtout, en fait, ici, si vous vous rappelez de l'histoire de la scalabilité, ce type de système n'était pas du tout scalable. Alors, par rapport à quoi il n'était pas scalable? Bonus. Il veut un bonus. Alors, je vous aide. Faites un link avec votre cours réseau. C'est dans votre cours réseau que vous trouverez la réponse. Enfin, une partie dans le cours réseau et bien sûr une partie dans ce qu'on a dit. Pourquoi ces premiers systèmes ne passaient pas à l'échelle? Quelles sont les caractéristiques? Non. Quelles sont les caractéristiques d'un réseau LAN? Bonjour madame. Bonjour. Madame, il est limité. Il est par exemple par rapport à une ville. Il n'est pas comme le WAN. Alors, par rapport à une ville, vous êtes optimiste là. Bon, quand il y a des entreprises qui sont dans une ville, ils se connectent en réseau LAN. Mais LAN, ça fait entre une ville et une autre, par exemple. C'est plus large. Bon, C'est ce que je disais. beaucoup plus réduit là normalement. Alors, à moins que en fait les réseaux se sont améliorés et que je n'ai pas été au courant, mais je ne pense pas. Effectivement, c'est plus un réseau local. Donc et il y a même une distance. Hein, et normalement, elle est au maximum de 3 km. C'est-à-dire entre un nœud et un autre nœud, théoriquement, en tout cas il me semble, je ne crois pas que ça ait changé, c'est du 3 km, en tout cas aux environs de 3 km. Et donc, alors pourquoi ça ne passe pas à l'échelle donc si on a ça? Quels sont les éléments, quels sont les critères du passage à l'échelle qu'on a vu tout à l'heure? Maintenant, on a vu la chose côté LAN. Tout à fait. Très bien, Salahdine. Effectivement, c'est que en fait, l'adaptabilité, non, c'est plus l'adaptabilité géographique. Déjà, l'adaptabilité géographique, en fait, on l'a pas parce qu'on ne peut pas avoir des process ou là, des composants qui sont sur un espace géographique qui dépasse la portée d'un LAN. Et donc, ce sont des systèmes qui, au moins par l'aspect géographique, ne passent pas à l'échelle. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de ça. C'est Salahdine qui en a parlé en premier.
de la géographie? Bon, si c'est lui, bah, c'est lui qui aura son bonus. Donc, c'est Salahuddin Ben Ali. Ok, alors donc voilà, on a vu ça. Alors les caractéristiques, donc en fait, on a un accès limité à Internet. On a peu de services tels que les imprimantes partagées, le serveur de fichiers, le email et le FTP. Donc en fait, on n'a pas énormément de services. C'est des services. Vous ne voyez pas le message? Madame, on ne voit pas le message de Salahuddin. Ah oui, parce qu'il l'a envoyé en privé. Ah oui, effectivement, il l'a envoyé en privé. Oui, c'est normal que vous ne le voyez pas, Soufiane, parce qu'il l'a envoyé en privé. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Et donc, ici, les ressources sont plutôt homogènes. Et donc, en fait, le problème d'hétérogénéité dont on a parlé, en fait, ne se pose pas du tout. Alors, quelles sont les limites? Ben, les limites, c'est que, rappelez-vous de l'openness. Alors, l'openness, elle n'est même pas recherchée. C'est-à-dire, on n'essaie même pas de dire qu'on va pouvoir ajouter des composants et ça devrait continuer à marcher. Et la qualité de service, ben, en fait, elle était vraiment à ses débuts. C'était pas du tout on va dire, un souci ou une recherche poussée dans ce type-là. En fait, l'idée de ces systèmes-là, c'était essentiellement de pouvoir vraiment partager des ressources comme des imprimantes, comme la messagerie, comme faire du FTP, comme des serveurs de fichiers. C'était beaucoup plus dans ce type de choses, c'était beaucoup plus pour des organisations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, pour des entreprises, bon, c'était plus des entreprises, mais bon, on peut imaginer que ce soit dans des maisons aussi. Alors évidemment, ce premier modèle physique aujourd'hui, ça nous paraît être de la préhistoire. C'est quelque chose aujourd'hui qui est dépassé, mais de loin. Et c'était donc, comme je disais tout à l'heure, les solutions des années 80. Donc une dizaine d'années plus tard, avec on va dire, peut-être pas la démocratisation d'Internet, mais en tout cas l'émergence d'Internet et le passage de l'Internet du monde, on va dire, militaire vers le monde civil, bah, déjà au niveau réseau, on était plus limité par la distance du LAN, et donc on pouvait en tout cas la distance géographique elle peut être aussi grande que l'on veut. Et donc les services deviennent à l'échelle mondiale et au-delà des frontières organisationnelles et même administratives. Donc vous voyez qu'ici, on a un début. Quand on dit ça, quand on lit ça comme ça, déjà on se dit on a un début de passage à l'échelle ou de scalabilité. Alors évidemment, quand on fait ça, quand on dit ça, ben, en fait, on a eu l'hétérogénéité des réseaux. Alors au début, moi je me rappelle, quand on avait ça, ben, en fait, le réseau Internet, on l'avait par téléphone, et puis après, il y a eu uniquement, on va dire, par commutation de paquets, ou je ne sais pas comment on appelle ça en réseau. Après, il y a eu la DSL, et donc les choses, bon, après, il y a eu la fibre, et ainsi de suite, c'était beaucoup plus tard. Mais en tout cas, on a l'hétérogénéité des réseaux, on a l'hétérogénéité des ressources, on a l'hétérogénéité, donc les composants sont complètement hétérogènes, et donc des langages, des systèmes d'exploitation. Et donc là, en fait, par rapport à la première génération, mais qui avait donc une utilité très limitée. Ici, on commence à voir l'ouverture et on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, alors automatiquement, il y a eu un besoin, il y a un problème d'hétérogénéité, il y a un problème de scalabilité, il y a un problème d'ouverture, et donc l'accent est mis sur les standards ouverts. Et c'est là où on a commencé un peu à standardiser les choses. D'ailleurs, l'Internet, au départ, quand il a été conçu, il n'a pas été conçu avec TCP/IP que vous voyez en cours et qu'on voit aujourd'hui comme un standard de fait, mais c'était plutôt avec l'architecture ARPA. Je ne sais pas d'ailleurs si on continue à vous enseigner l'architecture ARPA ou juste l'architecture OSI. Est-ce qu'on vous enseigne l'architecture ARPA? Non. Okay. De toute façon, je pense que c'est de la préhistoire. Ben, c'est normal. Il y a tellement de choses nouvelles qui c'est plus intéressant. Donc après, bien entendu, pour pouvoir réaliser ce type d'hétérogénéité,
et d'interopérabilité. Alors, le mot n'est pas écrit, mais il y a aussi ce problème d'interopérabilité. Alors, c'est quoi l'interopérabilité? Ben, c'est de pouvoir faire communiquer de manière cohérente des composants qui, à la base, en fait, ne savent pas se parler, c'est-à-dire qui sont hétérogènes. Et donc, pour cela, on a mis en place un middleware. Alors, ici, je mets Corba pour faire référence au cours qui viendra après, ou alors les web services aujourd'hui. Quand on parle de ce type de choses, on parle beaucoup de l'architecture SOA qui permet de faire ça. Évidemment, vous avez dans J2E, vous avez aussi un middleware. Et donc, ce sont des technologies. Alors, c'est quoi l'idée du middleware? On aura un zoom plus tard sur le middleware, mais déjà, ce qu'on peut dire, si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'hétérogénéité, on avait dit qu'on pouvait avoir deux systèmes différents. Et quand j'envoie un entier, il peut ne pas être compris de l'autre côté si ce n'est pas représenté de la même manière. Et ce qu'on a fait au milieu, c'est qu'on a mis un langage pivot. Et en fait, la donnée, elle est convertie de la représentation interne vers la représentation externe ou la représentation pivot. Et à l'arrivée, en fait, il y a une autre conversion vers du pivot vers la représentation interne du destinataire. Donc, en fait, cet élément-là, ou ce langage-là, il joue un peu le rôle d'intermédiaire entre ces deux entités. Mais en fait, cette idée d'intermédiaire, elle est, on va dire, élargie et complétée dans la notion de middleware qui ne fait pas juste ceci, mais qui va gérer tout ce qu'il faut gérer pour que les deux composants puissent communiquer de manière la plus transparente possible. Alors, tous les middleware ne permettent pas toutes les transparences, mais en tout cas, l'objectif, c'est que un middleware, l'objectif final d'un middleware, c'est de pouvoir faire communiquer deux composants distants comme si ces deux composants étaient sur la même machine. C'est-à-dire, lorsque vous faites dans un programme, c'est lorsque vous écrivez printf bonjour, vous pouvez l'écrire parce que printf existe dans une bibliothèque qui s'appelle standard input output, et donc vous commencez par faire include standard input output, et quand vous écrivez printf, et en fait printf s'exécute exactement comme si c'était une instruction normale de C, comme si c'était un if ou un while ou une simple affectation. Alors que c'est vraiment pas le cas. Parce que là, il y a une bibliothèque et dans la bibliothèque, on a défini ce printf et donc le printf, la printf elle-même est composée d'un certain nombre d'instructions. Et donc l'idée, c'est exactement la même chose. Ici, de manière un peu plus générale, c'est comme si ce standard input-output n'existait pas sur la même machine, mais existait sur une autre machine. Et quand j'écris printf, en fait, il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on mette quelque chose pour qu'on sache que ce printf n'existe pas ici, exactement comme on le fait avec le include du standard input-output. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que le middleware entre en jeu et qu'il aille chercher tout ce qu'il faut pour que en fait, le printf puisse s'exécuter. Alors, j'ai pris cet exemple-là. J'espère que vous avez compris en fait, on va dire l'analogie de la chose entre les deux. Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est un intermédiaire. Le middleware, c'est un intermédiaire. Là, en français, on parle aussi d'intergiciel. C'est un intergiciel, bien sûr, il est complètement software. On parle parfois aussi de bus. Alors, du bus, par analogie au bus du shared memory. Donc, c'est un bus logiciel. On parle parfois aussi de courtier. Et donc, c'est un bus logiciel. Moi, j'aime bien l'idée du bus parce qu'on dit que c'est un bus logiciel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un bus qui permet de faire communiquer de manière la plus transparente possible des entités distantes. Alors, ensuite, on a la recherche, bien sûr, de la qualité de service qui devient une exigence et donc on va plus vers ce type de choses. Alors, les limites de ces solutions des années 90, c'est que les ressources sont plutôt statiques.
aujourd'hui, on parle tout à l'heure avec notre exemple de la voiture, on a parlé de capteurs, on a parlé de loupe, on a parlé des choses qui sont dans la voiture, des choses qui sont sur la chaussée, on a parlé de feux rouges, de caméras, d'un certain nombre de choses. Donc, tout ça, ce ne sont pas des ressources statiques. Dans une voiture, vous avez des capteurs, et bien en fait, nos capteurs bougent. Et en fait, ils n'étaient pas embarqués, alors que par exemple, dans le cas de la voiture, les capteurs, en tout cas les ressources qui dialoguent et qui communiquent avec le feu rouge, qui communiquent avec la chaussée, qui communiquent avec la loupe ou avec je ne sais pas quelle autre entité, ce sont des éléments qui sont embarqués. Et donc, quand l'entité qui les embarque bouge, ben en fait, ils bougent aussi. Et donc, ici, on passe au système distribué actuel. Et donc là encore, c'est un schéma qui m'avait aussi plu. Alors, c'est un schéma, alors lui, il est encore plus ancien, c'est un schéma de 2012. Mais en fait, quand l'article qui parlait en tout cas de cet élément-là, que vous pouvez retrouver ici, j'ai mis la source. Donc, si vous allez ici, en fait, tout ça n'était à l'époque, il n'était pas du tout, on va dire effectif, mais c'était ce qu'on imaginait. Et d'ailleurs, le titre, c'était quand les objets nous parleront. Et ici, c'était l'idée des objets. Alors après, ça a donné lieu, on commençait déjà à l'époque de parler de l'Internet des objets. En fait, l'idée, bah, c'est que vous avez en fait la personne qui se réveille et en se réveillant, bah, en fait, tous les objets dans sa cuisine lui parlent. Bah, en fait, il y a la cafetière qui lui dit: est-ce que tu prends un café? Et la machine à laver qui a fini de laver et qui dit: et mon linge, qui c'est qui va l'étendre? Alors, je ne sais pas là, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est en train de lui dire: bah, dis donc, tu n'as pas mangé de légumes depuis 3 jours. L'horloge qui lui dit: c'est à cette heure-ci que tu te lèves. Et puis je sais pas, le frigo qui lui dit qu'il faut le dégivrer et ainsi de suite. Donc c'était un article qui était assez amusant. Mais en fait aujourd'hui il y a pas mal de choses qu'on sait faire dans nos aujourd'hui, juste avec nos téléphones et le Siri, j'imagine que vous l'avez tous, en tout cas que certains d'entre vous l'utilisent. On peut parler à notre téléphone et il nous répond, ne serait-ce que pour répondre à une question, ou là pour répondre à un téléphone, ou là pour lancer un appel. Alors dans les voitures, tout à l'heure on parlait de voitures, bah, aujourd'hui avec on va dire les micro-ordinateurs, si on peut appeler ça comme ça, qui sont embarqués dans les voitures, bah, vous pouvez, si vous connectez votre téléphone, vous pouvez tout simplement, là encore, parler à votre voiture pour qu'elle puisse faire des choses. Et donc là, c'était une vision de système distribué actuel. En fait, je sais que c'était en 2012 et donc c'était la tendance. Et donc ici, évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Évidemment, vous l'aurez bien compris, mais là, vous avez un certain nombre de choses. D'abord, vous avez un capteur quelque part qui en fait identifie que la personne vient de sortir de son lit et vient de se réveiller. Et donc, il y a quelque chose qui dit, ben voilà, la personne est réveillée. Et à partir de là, ben en fait, vous avez de la connaissance quelque part, là encore. Et donc, l'horloge, elle regarde cette connaissance et donc elle voit qu'il est 9h, je ne sais pas quoi, et que normalement, il faut se réveiller à 7h. Et donc, c'est là où elle voit qu'en fait, il y a un problème et donc elle annonce ce type de choses et ainsi de suite. Alors, vous avez au niveau, ça c'est aussi pas mal, c'est intéressant, c'est qu'au niveau du robinet, ben, en fait, il y a une fuite et donc le robinet qui dit j'ai goûté toute la nuit, elle pense à appeler un plombier. Donc, c'est des choses, c'est des choses qui sont là parce que pour que ça fonctionne, il y a une base de connaissances
dans laquelle, en fait, on a stocké un certain nombre d'éléments, et parce qu'il y a des capteurs qui communiquent et qui dialoguent, et qui vont pouvoir aller chercher de la connaissance pour savoir ce qu'on va faire. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur ces bases de connaissances et sur en fait les niveaux entre la donnée à l'information à, à la connaissance, voire à la sagesse. C'est toute une panoplie, puis on peut pas parler de tout. Le temps, en fait, il est ce qu'il est. Donc, en fait, les systèmes distribués actuels, alors par rapport à ce qu'on a vu avant, qu'est-ce qui change? Mais en fait, ce qui change, on l'a vu, c'est d'abord la nature des ressources. Ce n'est plus des machines traditionnelles. On a de plus en plus de capteurs. On a ce qu'on appelle l'informatique mobile, on a l'informatique ubiquitaire, on a l'Internet des objets. Aujourd'hui, on parle du comportement of Internet ou BOT, Behavior of Things. Donc, non, pardon, c'est pas le comportement d'Internet, c'est le comportement des objets. Et donc, on va encore beaucoup plus loin. Et du coup, ici, c'est la nature des ressources qui a changé. Et évidemment, si vous changez la nature des ressources, en fait, vous changez aussi la nature des problèmes et la nature des choses qu'il faut régler. Donc, on a l'informatique mobile, dans laquelle, en fait, on a des solutions qui sont développées sur des éléments aujourd'hui tels que nos téléphones, nos tablettes et ainsi de suite. Et ça ouvre énormément de possibilités. Et là encore, on l'a vu cette année toujours à travers cet exemple de pandémie. Et en fait, cette application que l'on peut télécharger sur nos téléphones pour pouvoir prendre rendez-vous pour les vaccins. Alors vous n'avez pas eu à le faire puisqu'ils sont venus jusqu'à vous, mais en tout cas, on va dire les citoyens marocains ont eu à le faire. Et aujourd'hui, on a énormément de choses. On peut payer à travers notre téléphone. On peut avoir l'application de notre banque au niveau du téléphone. Je peux avoir Slack sur mon téléphone et continuer à discuter avec mes doctorants tout le temps. Je peux avoir, en tout cas, aujourd'hui, on peut avoir un tas de choses sur notre téléphone ou sur nos tablettes pour continuer à fonctionner. Et ça donne bien sûr de la mobilité et ça donne de l'aisance. Alors, ça convient donc en situation de nomadisme parce ça permet de conserver une partie de ces outils numériques. Je viens de donner l'exemple de Slack, par exemple. Ça apporte de nouveaux services, des nouveaux services en fait hyper intéressants et qui peuvent nous aider dans notre quotidien, par exemple dans l'histoire des voitures, des trafics, prendre le bon chemin et ainsi de suite. Et puis, ça permet aussi l'interaction avec son environnement via des canaux comme les technologies sans fil, donc le NFC. Alors, vous connaissez le NFC, je suppose? Non, vous connaissez pas. Alors, en fait, vous connaissez peut-être pas le NFC, mais vous connaissez certainement lorsqu'on passe aujourd'hui le péage des autoroutes. En fait, en passant, si vous avez cette carte JAWEZ qui est sur le pare-brise ou là en tout cas au niveau de la voiture, en fait, vous arrivez et puis en fait, la barrière s'ouvre toute seule. Vous connaissez cette chose-là. Alors, comment ça marche? En fait, vous avez dans votre voiture, vous avez cette entité-là. Oui, les paiements par téléphone aussi, effectivement, se basent sur, tout à fait, le paiement sans contact se base sur les NFC, tout à fait. Donc, en fait, si je continue avec l'exemple de l'autoroute, vous avez le petit objet qu'on vous donne, que l'ADM vous donne et que vous mettez sur votre voiture. Et sur le sol, en fait, vous avez en fait un objet, je ne sais pas comment on l'appelle, une machine. Et en fait, le NFC, c'est un réseau, mais c'est un réseau de portée qui est très courte.
Tout à fait. Je suis en train exactement de parler de Jawaz. Merci de me rappeler le nom. Et donc, en fait, il est de portée très courte. Alors, on permet de faire des choses. Par exemple, effectivement, le paiement par téléphone. Vous passez votre téléphone. Et même, en fait, les cartes, aujourd'hui, les cartes sans contact, lorsque vous payez avec votre carte sans contact, vous avez une puce. Et donc, il y a aussi une communication à travers ce type de réseau. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de l'hétérogénéité des réseaux. Donc, aujourd'hui, en plus vous avez bien sûr le Bluetooth, vous avez le Wi-Fi, vous avez ce type de NFC et il y a des sous-groupes de ces NFC. Et donc, en tout cas, tout ça permet de l'informatique mobile. Et vous voyez donc tout à fait les portes qui s'ouvrent. En fait, il y a énormément de solutions, on va dire. Et vous voyez la richesse, en fait, la richesse de tout ceci. Et donc, à partir de maintenant qu'on commence un peu à construire toutes ces choses, ben, en fait, on va vous demander, je crois que j'en ai déjà parlé, avec M. Bain, on va vous demander à un moment donné, chacun d'imaginer un système distribué en utilisant plusieurs technologies, mais qui soit le plus créatif possible. Et l'idée, c'est pas d'implémenter le système, mais c'est juste de le concevoir. Donc, je sais pas, une Audi de 2030, comment elle serait, ma maison de 2025, comment elle serait, l'école Lémi 2022, comment elle serait, et ainsi de suite, en utilisant toutes ces choses-là. Donc, ça serait intéressant que vous ayez on va dire, cette réflexion. Et puis, vous avez eu un cours de créativité, ou là, vous êtes en fait en train de faire un cours de créativité. Ben, ça serait bien de faire de la créativité dans ce sens-là. Alors, à part l'informatique mobile, ben, en fait, on a l'informatique ubiquitaire. Alors, c'est un peu lié parce que en fait, c'est la mobilité qui fait que on est tout le temps connecté. Donc, on a des objets qui sont connectés. On commence même à penser que notre téléphone fait partie de notre corps. Et donc, l'idée de l'informatique ubiquitaire, ben, c'est en fait d'être toujours doté d'une capacité de calcul, d'une capacité de stockage, d'une capacité de communication, de rendre l'information disponible, mais tout le temps, d'offrir des services accessibles en continu. Et donc, ici, en exemple, c'est placer des microprocesseurs, des capteurs ou des balises RFID dans des objets du quotidien. Alors, je sais qu'il est presque l'heure. Donc, en fait, on parle d'informatique ubiquitaire. C'est un peu synonyme avec tout ce dont on parle aujourd'hui de pervasité et d'informatique ambiante. Donc, ce sont les éléments qui sont, on va dire, très proches et qui ont tous en commun qu'ils utilisent beaucoup la notion d'Internet des objets. Donc, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Alors, il y a aussi le cloud computing, mais je voudrais passer un peu plus de temps sur ça. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on va reprendre. Alors, je fais juste le point. Alors, ce que j'ai noté, c'est que je dois aller corriger le problème du forum qui ne s'est pas bien ouvert. Vous allez m'envoyer, donc Cholor, s'il te plaît, tu vas collecter les groupes et tu vas me les envoyer. Je vais affecter les groupes au wiki et une fois que ça c'est fait, vous m'envoyez la mission de chacun dans le groupe, chacun qu'est-ce qu'il est, la partie qu'il va traiter. Et le dernier délai pour rendre le wiki, ça sera la semaine. Il faudrait que j'invente d'autres sujets. Alors peut-être que je vais, ok, je vais essayer de, oui, je vais essayer de rajouter effectivement des éléments peut-être. Peut-être que je sortirai des défis. Je vais voir. En tout cas, j'ai besoin déjà des groupes et voilà. Et si en fait, pour une raison X ou la Y, je sais qu'effectivement, la semaine dernière, pendant quelques jours, on a eu un problème avec Moodle. Si vous avez un souci d'accès, n'hésitez surtout pas à envoyer un message.
Et en fait, si vous avez un souci, si vous voyez que je n'ai pas réagi, envoyez-le par mail normal. Parce que le Moodle est down, ben, ça veut dire que quand vous envoyez un message par Moodle, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc on s'arrête là. Bon appétit et donc à mercredi prochain, Inch'Allah.